Ils sont presque aussi vieux qu'Internet et font gagner des milliards d'euros aux géants de la publicité en ligne. Alors, on en parle parfois comme des mouchards, sauf qu'ils sont aussi très importants pour le fonctionnement du web. Mais au fait, c'est quoi un cookie sur Internet ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Nasser Abekat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Vous êtes chef du service des affaires économiques à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donc le garant de nos libertés fondamentales en ligne. Merci d'être dans Métadonnées et vous occupez des affaires économiques, mais en fait un peu de tout ce qui est publicité ciblée. Donc, vous êtes au bon endroit pour parler de ça. Mais je voudrais qu'on revienne un peu aux fondamentaux et expliquer concrètement ce que c'est que ce cookie, quand est-ce que ça a été créé, est-ce que c'est aussi vieux qu'Internet, justement, comme on le disait. En tout cas, merci pour l'invitation. Donc, pour rebondir sur votre question, c'est presque aussi vieux que l'Internet. Alors, le cookie, il a été créé dans les années 90 par des ingénieurs qui travaillaient dans une société informatique qui s'appelle Netscape. Et, je me souviens, je l'avais, le navigateur Netscape. Ah ben, qui vous est avez la chance. l'ancêtre de Firefox, en fait. Exactement. Ah, c'est ça. Tout à fait. Et donc, du coup, cette société s'occupait de gérer des serveurs web et travaillait notamment avec des clients qui mettaient en œuvre des solutions de commerce en ligne. Et le défi, à cette époque, c'était de pouvoir s'assurer que quand je navigue sur un site de e-commerce, je puisse retenir les éléments que je mets dans mon panier. Parce qu'à cette époque, Internet n'avait pas vraiment de mémoire. C'est-à-dire que quand je naviguais de page en page, les opérations que j'effectuais précédemment n'étaient pas retenues. C'est-à-dire que, juste en gros, j'arrive sur un site qui vend des t-shirts. Je mets un t-shirt dans mon panier, il est blanc. Je vais aller voir quand même à quoi il ressemble en gris. Exactement. Dès que je change de page, en fait, s'il n'y a pas d'information, il sort de mon panier puisque c'est une nouvelle page et on redémarre à zéro, quoi. Tout à fait, D'accord. C'est cela. Et du coup, pour pallier à cette difficulté, les ingénieurs ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le cookie, qui est en fait un fichier informatique qui est envoyé par un serveur sur le navigateur de l'internaute et qui va permettre de conserver des informations et d'envoyer ces informations lors de ma navigation, de sorte à ce que, en effet, lorsque je vais voir ce même t-shirt en gris ou que je veux l'accompagner d'un pantalon, je puisse conserver dans mon panier les éléments que j'y ai intégrés. Et alors très concrètement, donc en fait c'est un petit bout de code informatique. Tout à fait. En gros, je ne vais pas le traduire en code informatique, mais c'est tel utilisateur a mis dans son panier le t-shirt en blanc et donc quand je me mets sur la nouvelle page, il demande au navigateur, au fait, est-ce qu'il y a des choses à raconter sur cet internaute ? Oui, justement, il a mis quelque chose dans son panier et du coup, il le réaffiche. Tout à fait, c'est exactement ça. Et question toute bête, mais ça vient d'où le mot cookie ? Parce que c'est un petit biscuit, un cookie. D'où ça sort cette appellation ? Alors, je crois que je pourrais pas. Non, ouais, non. On ne sait pas. Je suis désolée, j'ai pas le... D'accord, c'est pas très grave. Et donc, ils ont inventé ça. Donc, finalement, les débuts du cookie, c'est quand même un peu lié au commerce en ligne. Tout à fait. Exactement. Et puis, du coup, les débuts du cookie, le cookie a été créé pour un usage qui, finalement, était vraiment nécessaire au service qui était proposé par le site que je visitais. Et il y avait des usages non commerciaux aussi pour les cookies ? C'est arrivé très vite, vraiment après l'invention du cookie, mais l'usage premier était un usage qu'on appelle essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous visitez un site en ligne, vous allez voir deux appellations distinctes. On parle souvent de cookies essentiels et de cookies non essentiels. Les cookies qui se révèlent être essentiels, c'est ceux qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités nécessaires au service. C'est-à-dire que si on les avait plus, on naviguerait sur le site, mais plus rien ne sera enregistré. On serait obligé de se réidentifier si on a un compte à chaque page. Enfin, franchement, ce serait quasiment inutilisable, quoi. Tout à fait. Ça va vraiment dégrader l'expérience de l'utilisateur. Donc, on a ce qu'on appelle du coup les cookies de panier d'achat pour obtenir les produits que j'y intègre. J'ai les cookies qu'on appelle les cookies d'authentification qui me permettent, lorsque je me connecte à mon compte en ligne, de continuer à naviguer en étant enregistré, en étant ce qu'on appelle logué. Et il y a aussi des cookies qui vont permettre d'assurer la sécurité du service pour que le service soit toujours disponible lorsque j'en ai besoin. Et d'autres usages se sont développés assez rapidement, finalement, après l'invention du cookie, qui sont des usages plus optionnels, tels que la publicité ciblée, mais aussi la capacité de
personnaliser le contenu éditorial. C'est-à-dire quand je vais identifier que en fait Nasser Abeka, elle consulte beaucoup d'articles en lien avec la protection des données. Donc lorsque je vais arriver de nouveau sur la page 2 semaines après, on va me proposer plutôt des articles en lien avec mes centres d'intérêt. Oui, alors ça, on arrive au cœur du fonctionnement d'Internet tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire aussi beaucoup des réseaux sociaux. Tout à fait. Et alors justement, ces cookies non essentiels sont des cookies, alors on appelle ça aussi un peu du pistage, quelque part du pistage publicitaire. Et comment est-ce qu'ils sont utilisés, ces cookies non essentiels, pour que derrière, Facebook m'affiche la publicité ou le contenu qui va être adapté selon ce que j'ai fait par le passé? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir 2 types de cookies. Vous avez des cookies qui sont déposés par le domaine que vous consultez. Donc Facebook, par exemple, Le Monde qui va déposer ses propres cookies. Et ensuite, vous avez des cookies qu'on appelle les cookies tiers, qui sont déposés par des sociétés donc tierces, des autres acteurs que le site que vous visitez. Et la différence entre ces 2 types de cookies, c'est que dans le premier cas, je vais pouvoir suivre la navigation, mais uniquement sur le domaine consulté. Et dans le second cas, je vais pouvoir suivre la navigation complète, globale d'un utilisateur. Je vais savoir qu'il a pu aller sur lemonde.fr, sur BFM TV. Et ils appartiennent à qui, ces cookies tiers? Ces cookies tiers, en fait, ils appartiennent à des sociétés qu'on appelle, qui peuvent être des régies publicitaires, des courtiers en données. En fait, l'écosystème publicitaire est très fragmenté. Il est constitué d'une série d'acteurs qui sont beaucoup moins connus, voire peu connus du public, et qui se chargent finalement de la mécanique qu'il y a derrière le ciblage publicitaire. Oui, mais pour être sur un site comme, peu importe, Le Monde, BFM TV ou je ne sais pas qui, il faut... quel intérêt ont les sites à mettre des cookies tiers, en fait? Alors, la publicité, elle finance aujourd'hui beaucoup de services en ligne. La publicité, elle a finalement toujours financé beaucoup de services aussi hors ligne, notamment à la télévision. Et aujourd'hui, beaucoup de sites, des éditeurs, des sites et d'autres sites se financent beaucoup avec la publicité ciblée. Donc, ces sites-là vont mettre à la disposition d'annonceurs ce qu'on appelle des inventaires publicitaires. C'est les bannières que vous voyez sur le côté en haut, en bas. Et les annonceurs, leur intérêt, c'est de pouvoir cibler avec leurs produits des personnes, des utilisateurs qui ont témoigné d'un intérêt pour leurs produits. Donc il y a vraiment, j'allais dire, un partenariat entre des annonceurs qui souhaitent cibler les internautes et des éditeurs qui souhaitent monétiser l'espace publicitaire. Juste une question, je me connecte, je sais pas moi, sur Amazon. J'ai combien de cookies qui arrivent? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est d'utiliser un outil que la CNIL a développé qui s'appelle CookieViz et qui va vous permettre de voir lorsque vous arrivez sur un site combien de traceurs, de cookies sont déposés à l'arrivée. Et normalement, vous allez pouvoir voir une évolution lorsque vous allez, par exemple, choisir de consentir à certains usages. Vous allez avoir beaucoup plus de traceurs déposés. Donc, on peut avoir 10 cookies comme on peut en avoir plus d'une centaine sur un site web. Alors justement, vous parliez du consentement pour ces cookies, donc on est d'accord, en fait, concrètement, on parle de cette petite bande qui s'affiche quand on arrive sur les sites web, qui nous propose, et ça d'ailleurs c'est réglementaire, c'est une obligation, c'est le RGPD de 2018, Règlement européen sur la protection des données. Et donc on a ce petit bandeau, c'est ce fameux bandeau où il y a écrit « j'accepte ou pas » d'être suivi par les cookies, en fait. On est d'accord? Tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu plus vieux que le RGPD. Les bannières cookies, elles existent à peu près depuis 2013. La réglementation qui est venue imposer, justement, la mise en œuvre de ces méthodes de collecte de consentement, c'est une réglementation qui est finalement plus ancienne. Elle date de 2002, et elle a été modifiée en 2009. Du coup, depuis 2013, lorsque la CNIL a émis des recommandations pour aider l'écosystème à se mettre en conformité avec cette réglementation, des bandeaux, ce qu'on appelle les bandeaux cookies aujourd'hui, sont apparus pour solliciter le consentement des personnes. Et donc, c'est là où je peux choisir entre les cookies essentiels et les cookies optionnels, c'est ça?
Alors, c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de consentir ou de refuser les cookies qui sont optionnels. Car pour les cookies qui sont essentiels, la réglementation n'impose pas d'aller solliciter le consentement de l'internaute. Les internautes, évidemment, doivent être informés du dépôt de ces cookies, dans une politique cookie, par exemple, mais vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher un accord. Oui, parce qu'on juge que c'est légitime dans la mesure où sinon le site ne fonctionne pas. Donc, si on va sur le site, c'est qu'on accepte le fonctionnement. On a vu d'ailleurs apparaître un truc assez intéressant, je trouve. C'est sur ces bannières de cookies, sur certains sites, quand on dit non, je refuse, ils nous disent OK, il faut payer. Il faut payer 3 € par mois. Ils ont le droit de faire ça? Parce que c'est un consentement un peu forcé quand même. Ces pratiques-là, on les appelle les cookie walls. Ou plutôt, plus précisément, les paywalls. C'est-à-dire qu'on va proposer à l'internaute soit de consentir finalement à la monétisation de ces données à caractère personnel pour accéder au site, ou de payer une certaine somme pour pouvoir accéder au site sans consentir à l'usage de ces données. Oui, c'est en gros, tu acceptes d'être pisté. Tout à fait. Si tu n'acceptes pas, moi, je perds de l'argent, donc du coup, tu payes. Tout à fait. Alors, ces pratiques-là, elles peuvent être licites dans certains cas, dans certaines conditions. Et la CNIL est venue, il y a quelque temps, vous avez peut-être vu passer cela, mais définir un peu les conditions dans lesquelles les éditeurs pouvaient mettre en œuvre ce type de pratique. Donc, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte, notamment le fait d'avoir une alternative au consentement à ces données à caractère personnel. Donc là, en l'occurrence, ça va être l'abonnement payant. Il faut que le tarif soit raisonnable. Donc, l'acteur va devoir évaluer finalement la juste rémunération du contenu qu'il propose. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, c'est pas 15 € par mois, c'est 2-3 €. Tout à fait, oui, c'est à peu près des tarifs qui sont assez bas. Ça va dépendre finalement du service qu'on consulte. Si c'est un service de presse, c'est souvent peut-être plus onéreux qu'un blog ou un forum qu'on va consulter. Donc il y a cette idée de tarif raisonnable. Et évidemment, lorsque je vais choisir de payer pour accéder au site, les cookies publicitaires ne doivent pas être déposés, étant donné que j'ai fait le choix de rémunérer finalement le service que je consulte. Le beurre et l'argent du beurre, sinon c'est un peu trop facile. Il y a un autre sujet qui est un peu lié, je trouve. On parle souvent des pixels, les pixels Facebook, les pixels TikTok, par exemple. Il y a des petits bouts de code, c'est ce qui est vraiment un pixel, qui sont mis sur d'autres sites pour qu'ensuite Facebook trace un peu votre historique sur tous ces sites qui acceptent de mettre le pixel Facebook et puisse vous diffuser de la publicité ciblée selon tous les sites que vous avez consultés. Est-ce que ça, c'est une forme de cookie ? Tout à fait. En fait, on parle souvent de cookies de manière générale, mais le pixel, le cookie, le suivi qu'on appelle par ID, ce sont des technologies qui permettent de suivre la navigation d'un internaute pour plusieurs usages, mais notamment publicitaires, et qui sont surtout tous encadrés de la même façon. Si je parle de réglementation, toutes ces technologies vont nécessiter une information des personnes et le recueil du consentement avant de pouvoir être utilisées pour exploiter de la donnée. Quand j'arrive sur un site, moi, il ne me dit pas attention, pas forcément attention d'ailleurs, mais juste pour vous dire, il y a un pixel Facebook. On trouve souvent une formulation qui est plus large, ça va être cookies et autres technologies similaires. D'accord. Ou cookies et autres traceurs. D'ailleurs, la recommandation de la CNIL s'appelle comme ça, on appelle la recommandation cookies et autres traceurs. Et autres traceurs, d'accord. Donc à ce moment-là, parce que... Le fonctionnement peut être différent, mais la réglementation est la même. Et du coup, la protection que la réglementation accorde à l'utilisateur est similaire. Oui, parce que au final, pour qu'on se rende compte un peu, alors les cookies, mais les pixels, parce que les géants de la pub en ligne, c'est Facebook et Google. Donc il y a des pixels Facebook et des pixels Google ou des cookies Google. C'est présent dans quasiment tous les sites. Il y a quasiment aucun site aujourd'hui qui peut se passer de ces cookies et de ces pixels. Très peu, oui. C'est ça. Oui, c'est des sociétés qui sont largement majoritaires sur le secteur, mais elles ne sont pas les seules. En fait, c'est celles qu'on connaît le plus parce qu'elles sont aussi éditeurs. Elles vous proposent un service et du coup, on connaît moins les sociétés, entre guillemets, derrière le rideau qui en fait, composent l'écosystème publicitaire et qui font marcher, comme je disais tout à l'heure, la mécanique. Mais si j'ai un site, par exemple, un éditeur ou peu importe, qui met un cookie Facebook, ça a de l'intérêt pour lui que si derrière il va faire de la pub sur Facebook, mais s'il ne fait pas de pub sur Facebook, ça a de l'intérêt quand même d'avoir ce cookie ? Tout à fait, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a un partenariat qui permet du coup à l'éditeur d'être rémunéré. D'accord, en fait il y a une rémunération indépendante
pour donner en fait les informations. Oui, c'est l'intérêt de D'accord. l'éditeur, c'est d'avoir du coup de monétiser ces espaces publicitaires auprès de Facebook et auprès d'autres sociétés. D'accord. Et c'est d'ailleurs Oui. pour ça que quand vous avez le bandeau que vous évoquiez tout à l'heure, donc je vais avoir le bandeau qui va me demander soit de consentir, soit de refuser. Et l'obligation que l'éditeur va avoir, c'est de mettre à la disposition de l'internaute la liste des acteurs qui sollicitent votre consentement pour pouvoir déposer ces fameux cookies ou ces pixels. Et du coup, en général, je vais pouvoir cliquer sur la liste des partenaires et avoir on saura affiché... où ça va en fait. Exactement. Pour savoir où ça va. Et alors, il y a une question que je me pose aussi tout simplement, c'est moi, dans les cookies qui sont sur mon navigateur, quelque part c'est un peu anonyme, puisqu'il n'y a pas mon nom dans le cookie. Donc sur le côté données personnelles, dans quelle mesure finalement c'est une donnée personnelle, puisque ok, on sait qu'un internaute qui habite Paris a été voir tel site, puis tel site, puis tel site, ok, mais il n'y a jamais écrit c'est Raphaël Grabli. On a une appréciation qui est quand même assez large de la donnée à caractère personnel. Et quand je dis on, c'est la réglementation. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui peut être liée à un individu, soit de manière directement identifiante, soit de manière indirectement identifiante. Donc, je n'ai pas besoin de savoir que c'est Raphaël Grabli qui est derrière ce profil. Alors, en général, on va utiliser un ID. Donc, ce sont des une données... suite de chiffres. Hein. Exactement, un identifiant qui va être unique et qui va permettre de vous identifier pour pouvoir cibler la publicité que je vais vous adresser. Et c'est de la donnée à caractère personnel. Quand on parle de ciblage individuel, on ne peut pas être sur de la donnée qu'on appelle anonyme aujourd'hui. On cible bien un individu. Et donc c'est comme ça aussi, c'est avec ce fameux ID que même les réseaux sociaux, Facebook, TikTok ou Twitter, ensuite savent, une fois que je suis connecté à mon compte, quelle publicité m'afficher. C'est pas forcément mon nom, mais c'est parce qu'ils ont cet ID. Tout à fait. Alors, il y a certaines sociétés qui se trouvent dans ce qu'on appelle des environnements logués, c'est-à-dire que je vais devoir m'authentifier avant d'y accéder. Donc, elles vont avoir des données directement identifiantes, mais également des pseudonymes, et d'autres sociétés qui sont dans des environnements non logués, et ça va marcher plus avec des identifiants uniques qui vous sont attribués et qui vont permettre de construire des profils plus ou moins détaillés sur votre personne et vous proposer de la publicité en lien avec vos centres d'intérêt ou des choses que vous avez déjà vues en naviguant. Et alors tout ça, ce dont on parle, que ce soit les pixels ou les cookies publicitaires de pistage, etc., c'est ce qu'on appelle des cookies tiers. Mais moi, j'ai entendu parler, depuis maintenant quelques années, d'une sorte de guerre contre les cookies tiers, déjà par des acteurs qui ne font pas de publicité en ligne, donc qui ont tout intérêt à protéger la vie privée, ou en tout cas qui n'ont pas forcément d'intérêt à essayer de monnayer cette donnée. Il y a notamment Apple qui n'est pas tellement dans ce business, donc c'est aussi un argument marketing. Donc sur Safari, par exemple, je crois qu'il n'y a plus de cookies tiers. Mais ce qui m'a quand même plus étonné, même Google dit on va arrêter avec les cookies tiers. L'échéance, d'ailleurs, il parlait de 2023, je ne sais pas où ça en est. Mais on va arrêter les cookies tiers. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est la fin du pistage publicitaire. Et quel intérêt ils ont, Google, leader au monde de la publicité ciblée, à aller arrêter les cookies tiers? Alors, c'est pas du tout la fin du ciblage publicitaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les cookies ne sont pas la seule technologie qui permettent de suivre la navigation d'un internaute et donc du coup de lui adresser des publicités ciblées. Et c'est vrai que depuis de longues années, pour certains navigateurs, mettent en œuvre des technologies qui permettent de bloquer ces cookies tiers. Donc les acteurs du secteur ont développé et vont continuer à développer d'autres solutions technologiques qui vont permettre de continuer à tracer la navigation pour vous adresser de la publicité ciblée. On entend beaucoup aujourd'hui, ça va être par exemple ce qu'on appelle des briques SSO, des briques d'authentification commune qui vont permettre à, par exemple, un organisme de presse qui a plusieurs sites web de continuer à vous suivre pour vous proposer, sous réserve de votre accord, de la publicité ciblée. On va avoir ce qu'on appelle des technologies de fingerprinting qui vous permettent en fait de collecter différentes données, paramètres de votre terminal, de votre smartphone, de votre ordinateur pour l'identifier de manière unique. Parce que finalement, le fingerprinting, c'est une empreinte digitale. C'est-à-dire qu'en fait, si on croise suffisamment de données, on arrive à une information qui est forcément unique. C'est-à-dire, si j'ai un smartphone sous telle version d'Android, avec une telle résolution d'écran, avec tel fuseau horaire, etc., finalement, en fait, on arrive à une seule personne possible. C'est ça ? Tout à fait. Ça peut aller jusqu'à collecter les informations sur le processeur qui est utilisé
sécuriser et de savoir que c'est le même terminal qui se connecte quelques jours après. Dans ce cas, c'est quoi l'intérêt d'arrêter avec les cookies tiers si c'est pour faire la même chose? Alors, les cookies, c'est une seule technologie, en fait. C'est pour ça que les acteurs, pour rebondir, trouvent d'autres solutions. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande pourquoi est-ce que c'est quoi? C'est une obligation? Ils n'ont plus le droit d'en utiliser? Ou pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'arrêter ou de dire en tout cas qu'ils vont arrêter les cookies tiers? Alors, c'est des sociétés qui, du coup, comme ont décidé de mettre en œuvre des politiques de protection de la vie privée et de bloquer ces cookies tiers. Vous parliez tout à l'heure de Apple qui a mis en œuvre des mesures pour bloquer ces cookies dans Safari depuis maintenant quelques années. Google va également le faire pour protéger ses utilisateurs. Mais c'est sous pression, c'est parce qu'il y a Alors bon, Apple, ils n'ont pas grand-chose à perdre, ça leur coûte pas très cher de faire ça, j'ai envie de dire. Mais Google, ils vivent de la pub. Donc, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une grosse pression des utilisateurs ou c'est parce qu'il y a une pression aussi réglementaire? Enfin, Ça va être les deux. Hein. On sent depuis notamment le RGPD, depuis le 2018, une plus grande inquiétude des utilisateurs concernant l'exploitation de leurs données en ligne. Cette inquiétude, elle a été aussi beaucoup générée par les scandales, quand on pense à Cambridge Analytica, par exemple. D'ailleurs, les révélations Snowden, et puis ensuite... Tout à fait. Donc, et nous, à la CNIL, c'est quelque chose qu'on a vraiment visualisé. C'est-à-dire que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, depuis 2018, on a vu arriver de nombreuses plaintes qui ont été extrêmement médiatisées et qui visaient plusieurs acteurs de la publicité en ligne, suite justement en réponse aux scandales qui ont eu lieu sur ces 10 dernières années. Oui, vous justement à la CNIL, il y a eu comme ça des gros dossiers. Alors vous dressez des amendes quand il y a des non-respect des données personnelles en général, mais est-ce que vraiment vous avez constaté lié aux cookies des affaires un peu spécifiques comme ça où il y a eu vraiment un scandale sur du pistage pas autorisé, par exemple, ou mal utilisé avec données mal revendues? Est-ce que vous avez eu comme ça à condamner des entreprises? Tout à fait. Alors, la CNIL a lancé un plan d'action en 2019, justement en réponse à cette montée, en fait, cette inquiétude croissante des usagers pour finalement faire évoluer les pratiques du secteur qui étaient assez opaques jusqu'alors, et puis lancer un plan de mise en conformité un peu global, général, pour faire évoluer ces pratiques. Donc ça s'est fait en 2 temps. En 2018, on a décidé d'accompagner les acteurs à mieux appréhender la réglementation. Et ensuite, on leur a laissé du temps pour pouvoir s'adapter avant de lancer un plan assez structurant de contrôle et ensuite de sanctions. Donc, en 2019 et en 2020, on a travaillé à l'élaboration d'outils qui ont abouti à la publication en 2020 des recommandations cookies. On a laissé jusqu'au 1er avril 2021 pour que le secteur se mette en conformité avec les nouvelles obligations. Et ça, c'était les fameux bandeaux qui sont arrivés, les nouveaux bandeaux qui sont arrivés. Tout à fait. Et ensuite, à partir du 1er avril 2021, on a lancé un plan de contrôle des sanctions qui a abouti à quelques très grosses sanctions qui ont été adressées à l'égard des grandes plateformes du numérique. C'est qui les plus gros Les GAFAM. Il y a eu plusieurs amendes avec des montants assez importants, notamment parce que ces sociétés déposaient des traceurs avant toute action de l'utilisateur, mais aussi, plus récemment, on a condamné ces mêmes sociétés parce qu'elles ne permettaient pas de refuser les traceurs aussi facilement que de les accepter. C'est-à-dire que je pouvais tout accepter sur le premier niveau du bandeau cookie qui m'était affiché, mais pour aller refuser, il fallait que je fasse plusieurs actions pour ensuite dire non. C'est en gros comme si on mettait un bouton énorme oui, un tout petit bouton non, sauf que la règle, c'est d'avoir les 2 boutons à peu près identiques. Alors, on n'a pas le RGPD, la réglementation ne va pas imposer d'avoir un bouton tout accepter, tout refuser au même niveau, sur la même forme. C'est fortement recommandé, étant donné que ça permet à l'utilisateur de comprendre quel choix il a en face de lui. Par contre, l'obligation, c'est qu'il soit aussi facile de refuser que d'accepter. Donc, il faut que les deux soient sur le bandeau. Le premier niveau. C'est ça, directement sur le bandeau et qu'il ne faille pas cliquer d'abord une première fois pour aller ensuite... Exactement. Il faut que ce soit sur le premier niveau d'information et il faut que le mécanisme de refus du consentement et celui d'acceptation ne soient pas tellement différents que mon choix soit orienté
c'est ce qu'on appelle les dark patterns. La CNIL peut sanctionner ce qu'on appelle les dark patterns parce que ça fait obstacle à la liberté. Un dark pattern, c'est une interface qui est pensée de façon un peu malicieuse. Tout à fait trompeuse. Trompeuse pour vous inciter à faire une action, par exemple une case précochée. Alors oui, ça va vraiment plus loin que le dark patterns, d'avoir une case précochée que je dois décocher pour pouvoir refuser. C'est interdit par la réglementation, car ce n'est pas une action qui est univoque. C'est pas un acte qui est positif, qui est clair. Oui. Il faut que ce soit décoché et que je coche si je veux, si je donne mon consentement. Exactement. Le RGPD impose un certain niveau d'exigence pour le consentement. Il doit être déjà éclairé, c'est-à-dire que je dois avoir toutes les informations qu'il me faut pour faire un choix en connaissance de cause, donc savoir quelles données sont collectées, qui les collecte, pourquoi elles vont être utilisées notamment. Ensuite, le consentement doit résulter d'un acte positif, clair, qui ne va pas laisser de doute finalement sur mon intention. Oui, donc c'est-à-dire que si c'est une case précochée, j'aurais juste pas vu, et donc là il peut y avoir un doute sur le fait que j'ai bien vu cette case. Il doit être aussi spécifique, c'est-à-dire que je ne peux pas fondre ce consentement dans l'acceptation des CGU, par exemple, sur un site en ligne. On ne peut pas dire vous acceptez les CGU et les cookies. Non, tout à fait. Ça doit être vraiment distinct. Et deux cases différentes, quoi. Tout à fait. Et c'est les plus mauvais élèves, enfin les plus grosses amendes. Alors je sais, la CNIL choisit parfois de communiquer le nom des entreprises et parfois de ne pas le faire. Alors évidemment, ma question elle porte uniquement sur les noms que vous avez déjà communiqués, mais pour nous rappeler, je ne sais pas, est-ce que les plus grosses amendes, concrètement, ça a concerné qui? C'est-à-dire ceux qui ont mis des cookies sans prévenir les gens? Quand on a procédé au contrôle et aux sanctions, on s'est concentré déjà sur les infractions les plus graves. Et les infractions les plus graves, c'est de déposer des cookies alors que je n'ai pas consenti ou de ne pas permettre à l'utilisateur aisément de refuser. Donc ça a vraiment été le focus sur les premières sanctions que la CNIL a délivrées. Et elles ont été... les plus grosses sanctions ont été adressées aux GAFAM que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est quoi? C'est Facebook, Google? Tout à fait. Facebook, Google, Amazon. Amazon aussi. Compte tenu de plusieurs paramètres, ça va être déjà les sanctions, elles sont fondées sur le chiffre d'affaires de la société. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Et lorsqu'on va apprécier le montant de la sanction, la formation restreinte de la CNIL, qui va délivrer ces amendes, va prendre en compte toute une série de paramètres. Alors, le chiffre d'affaires, la gravité du manquement que j'évoquais, le nombre de personnes concernées, la durée pendant laquelle l'infraction a persisté. Donc, tout ça va contribuer à évaluer le montant des sanctions. Et qui a pris le plus cher, si je peux me permettre? Alors, ça va être... c'est assez variable. On est allé jusqu'à 100, voire 150 millions d'euros. Ah oui. Ça, c'était chez... de Google. C'était Google? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait de... Alors, c'est vraiment les infractions que j'évoquais. C'est ça. Mais c'était quoi? Sur Gmail, sur un service en particulier? C'était sur les sanctions qu'on a délivrées à l'encontre de Google, c'était sur Google Search, c'était le service principal le qui a moteur été de recherche. Ils nous déposaient des cookies et je suppose que depuis ils ont arrêté parce que 150 millions, ça fait un peu de... Tout à fait. Donc du coup, oui. Donc ces sanctions ont été assorties de ce qu'on appelle des astreintes. Et du coup, ces non-conformités ont ensuite été ils ont corrigé le tir. Dernière question. Vous, finalement, la CNIL, vous êtes un peu une vigie, vous voyez arriver les plaintes des internautes notamment. Est-ce que vous trouvez depuis justement, on parlait des affaires Snowden, Cambridge Analytica, est-ce que vous trouvez que les gens en France, notamment les Français, ont conscience de l'enjeu autour des données personnelles? Est-ce que depuis quelques années, vous avez vu augmenter les nombres de mails, de plaintes, de demandes d'informations, d'éclairage? Est-ce que vous le ressentez vraiment, ça, à la CNIL? Complètement. Alors, c'est vraiment sans commune mesure avant et post-RGPD. Et donc, du coup, on a vraiment senti que le RGPD avait permis aux personnes de mieux s'emparer de leurs droits. 1er mai 2018, si je ne dis pas de bêtises. 25 mai. 25 mai 2018, donc voilà, ça fait maintenant 5 ans. Et pour vous donner une grandeur, un ordre en tout cas, on était à moins de 10 000 plaintes, plutôt aux alentours de 7 à 8 000 plaintes avant. Aujourd'hui... Par an, exactement. Aujourd'hui, on est à plus de 14 000 plaintes. D'accord. Donc, il y a eu vraiment une croissance depuis le 25 mai 2018 qui témoigne d'une peut-être plus grande inquiétude face au scandale qu'on a pu avoir sur ces 10 dernières années, et puis une meilleure connaissance aussi de leurs droits. Et la CNIL a vraiment aussi une mission, une fonction de sensibilisation des internautes, de ses usagers à la protection des données à caractère personnel, au respect
respect de leurs droits, en plus d'autres fonctions qui sont plus répressives, ou évidemment, moi je travaille pour la direction de l'accompagnement juridique, et notre rôle c'est d'accompagner les acteurs le plus en amont possible pour s'assurer de la mise en œuvre de leur traitement de données, de leur projet, dans le respect de la réglementation. Merci beaucoup Nassera Bekat, vous êtes chef du service des affaires économiques à la CNIL. Merci d'être venu dans Métadonnées pour nous parler des cookies. Et vous retrouvez évidemment Métadonnées sur toutes les plateformes de podcast, sur le site Tech & Co, sur YouTube. Merci beaucoup, à très vite dans Métadonnées.